Bon, j'ai appris cet art de parler tout seul, parler à soi-même comme pour autrui, donc d'une manière articulée, compréhensible. Ça devrait avoir une origine, une date, un commencement, un début. Enfin, le plus proche, c'est dans ma chambre de bonne à Paris, effectivement, je lisais certains livres, pas tous bien sûr, littérature d'abord à haute voix. Je me rappelle de mes lectures de Blanchot, peut-être de Marguerite Duras, un peu, parce que j'aime beaucoup Bernard Maria Coltès, que je n'avais pas lu à haute voix d'une manière théâtrale parce que ça m'a fait pleurer. Voilà. Donc, il devrait y avoir des commencements des études, des studies, des exercices, etc. J'avais une voix vraiment très écrasée. J'ai eu cette chance, par l'exercice assidu, d'avoir une voix à peu près correcte et qui vient au magnétophone. Auparavant, ce n'était pas le cas. J'avais l'horreur de ma voix enregistrée. Alors que je puisse dire des choses raisonnables. La voix, effectivement, la tonalité, l'accent change rien. Beaucoup de choses ne changent rien. Certainement vrai, ce qui compte effectivement, l'argumentation, l'acuité de l'esprit, effectivement, le reste, tonalité, etc., c'est de la théâtralité, effectivement. Moi, j'ai une tendance à la théâtralité, mais c'est une théâtralité apprise. Tout le monde peut avoir une pente vers le mime, etc. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir rencontré des pantomimes, des mimeurs de première classe, des étudiants très professionnels, de Jacques Lecoq, et même dans ma ville natale à Istanbul. Donc avant de voir Paris, j'ai appris français très tardivement, relativement aux autres, qui l'avaient appris au lycée. Ils ont tout très vite oublié. Le français restait sans usage, à l'avantage de l'anglais. Donc ce sont des généralités qui, pour préparer le terrain de discussion, pour dire, voilà, pourquoi une manière détournée de répondre à la question pourquoi vous vous enregistrez tout seul, pourquoi vous ne dialoguez pas avec les gens. Moi, je dialogue avec les gens et effectivement, l'un de mes dons, c'est avoir cette chance de liberté, aisance de me présenter, non pas d'une manière courtoise, pas toujours à peu près courtois et passablement correct, mais faire des descentes. Descente, rafale, j'exagère, je sais, parfois, comment ça s'appelle, voilà. J'attaque pas violemment, mais je m'introduis d'une façon à leur discussion. Effectivement, tout s'arrête de leur part. Rarement, effectivement, il y a une véritable coulée de la parole, comme on dit aujourd'hui, le flou. Autant qu'il y a une certaine mimésis. Sinon, effectivement,
ce sont des conversations ou des dialogues quotidiens qui s'arrêteraient à un moment donné et sans raison. Si les gens se conversent sans raison, donc avec ce plaisir d'échanger, là, les choses commencent. Voilà. Donc je ne suis pas contre le dialogue, mais j'avais affirmé plusieurs fois, même dans mes cours, que je n'aime pas ce type de questions-réponses. Moi, mais par contre, je peux mimer facilement par écrit ce genre de dialogue qui serait très ridicule. J'ai eu des exemples comme ça à mon sens réussi, parce qu'il s'agit d'un dialogue de sourds et muets. C'est ça qui compte pour moi. Voilà, on entre dans le vif du sujet, on est dans l'élément du logos, l'egen, disons, s'étaler. S'exprimer. S'exprimer, c'est devenu très sérieux. Il y a des manières de s'exprimer sous je veux ou bien je vais m'exprimer ainsi, laissez-moi m'exprimer. Cette volonté, c'est autre chose. S'exprimer, c'est autre chose. On s'exprime par les gestes, par attitude, par taille, par allure, par regard, par de ne pas regarder. Il y a 1000 façons de s'exprimer dans la vie sociale. Socialité, effectivement, cet immense problème qui fait l'homme ce qu'il est. C'est ça le vif du sujet. Je n'aime pas toujours le mot socialité. Il faut creuser derrière. Nous sommes rien que ça, au sens ontologique du terme. Mais nous sommes. Si nous sommes rien, nous avons besoin des autres. J'espère que pas trop. Il y a toujours une logique de toujours déjà qui fait que nous sommes déjà une partie des autres tout en devenant nous-mêmes. Effectivement, ce sont des choses qui paraissent spontanées, mais si ça se fasse, c'est-à-dire la construction du soi ou personnalité, etc., ou de la culture tout simplement, si ça se fasse d'une manière à peu près consciente, ça, effectivement, ça donne des résultats remarquables. Des marques. C'est pas des fashions, des vraies signatures, des vraies individuations. Ça se passe par le signe reçu, critiqué, compris, autant qu'on fasse le sien, approprie les signes où on critique, on peut les mettre en parenthèse, mais on ne peut pas les nier, on ne peut pas les biffer. Voilà. On entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais parler, je ne connais pas énormément, mais de Trubetskoy. Trubetskoy, c'est une linguiste, disons, du XXe siècle, qui a vécu après Saussure. Donc, il a fait avancer ses travaux, Saussure, Louis-Ferdinand Saussure, qui a révolutionné le champ linguistique. Effectivement, il a trouvé des réponses concernant l'origine, la nature de la langue, pour dire très vite. Voilà. Au sens du sujet, c'est langage en tant que tel, en général, langage humain surtout,
se fait comment? Comment ça se fait? Pourquoi il y a pluralité des ethnies et des langages? Voilà. Je ne peux pas répondre à cette immense question, mais ethnicité, ça renvoie à une certaine limite, localité, un point de démarcation, une différence, une négation, une certaine centralisation, bipolarisation, rapport à autrui, donc une différenciation des phonèmes et des similitudes des phonèmes. Voilà des immenses questions de homonymie, même à l'intérieur du même langage. Pourquoi il y a des mots synonymes, mais phonétiquement différents, synonymes, homonymes, voilà, c'est déjà connu depuis Aristote, nommé par Aristote, au sens de théorie de la signification, pas seulement au sens du langage, mais facilement interchangeable. Voilà, un peu combat. Voilà. La question essentielle, comment se constitue un discours? Effectivement, essayons de poser des questions qu'on peut répondre par nous-mêmes. Alors, essayez d'écrire des textes, des fragments un peu élaborés, revisiter ce que vous avez écrit, avec un intervalle de 4 ans, pourquoi pas 8 ans, pourquoi pas 12 ans, pourquoi pas 20 ans, 30 ans. Effectivement, vous allez voir que à la fois une affinité avec ce qui est écrit par vous-même, et à la fois une certaine étrangeté, une distance. Il y aura des points que vous ne comprendrez pas vous-même. Là. Grande question de logocentricisme, c'est-à-dire être maître de soi, savoir ce qu'on dit. Et dès qu'il s'agit d'une écriture, c'est-à-dire une certaine composition, un assemblage des mots, alignement, des renvois contextuels, des références à l'extérieur qui est perdu, sa vivacité, les mots choisis restent en tant que tel fixé, ça ne s'évolue pas, les choses sont passées, évaluées, les personnes sont restées avec leur nom. Les histoires, petits récits transmis, écoutés, reçus, devenus parfois fadets, parfois devenus fixes, c'est-à-dire qui ne renvoient pas à des réalités véritables, qui n'ont pas de référents véritables. C'est ça. Le temps est le langage, le temps est le récit, et tout langage, en dehors de ce bavardage communicatif, tout langage est un récit, un discours qui se constitue comme l'écriture. Lacan allait très vite pour dire que voilà, l'inconscient aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois l'âme, était un système de signes. Ce qui est arrivé à l'inconscient humain était déjà arrivé au langage. Et l'évolution de l'esprit humain ne peut pas être séparé. Ce mouvement d'évolution et d'enrichissement ou appauvrissement, on peut traiter de tous les mots, de ce qui arrive à la langue, au langage, en tant que, non pas seulement au langage, bien sûr c'est très important, langage national, officiel ou familial, maternel ou paternel, étranger ou adopté, comme le mien. Tout à l'heure, je disais que c'est pas ma langue maternelle, j'ai appris très tardivement et de manière assidue
cette langue et j'ai beaucoup aimé. Parce qu'auparavant, j'ai appris par toutes les sortes de moyens l'anglais. J'avais beaucoup de envie, mais à un moment donné, voilà, ça aussi, l'une de mes questions, la différence entre mon anglais et mon français. L'anglais, à un moment donné, m'a fait un blocage, devenu une langue fade, ou bien j'ai remarqué que ce que je cherchais dans l'anglais apprenait vite la partie latine de l'anglais. Voilà, l'essence des choses. Tout à l'heure, je pensais tout seul, ce que tout le monde a déjà pensé. Si on soustrait ce qui vient du latin ou du français dans l'anglais, dans Webster's, alors il y a une fadeur pitoyable. Et je pensais ensuite, bien sûr, cette destinée des Celtes. Voilà, c'est pas mon affaire de résoudre tout le problème de l'ethnicité, mais effectivement, il faut rappeler en passant que colonisation britannique par Britannicus était très tragique. Histoire de sorcellerie, les religions, les croyances locales, les massacres, et grand investissement latin, des latins dans les îles britanniques. Ça, effectivement, ça me touche des autres choses aussi, ça me touche, c'est-à-dire prédominance de l'Angleterre dans les îles britanniques, surtout par rapport d'abord aux Écossais et ensemble avec les Écossais contre les Irlandais, et cette grande famine et des massacres s'il y a eu contre les Irlandais, surtout catholiques. Voilà. Bon, c'était pas du tout une raison que je laisse tomber l'anglais, je n'ai jamais laissé tomber l'anglais, mais j'ai aimé un peu moins et différemment peut-être, et je me suis fait latinisation. Même pour aller vite, en fait, j'ai étudié pendant 10 ans à Paris, j'ai beaucoup aimé, c'était très difficile, etc. Mais après tant d'années, quand j'ai fait une visite pour la première fois dans ma vie en Andalousie, donc en Espagne, je me suis dit que, alors là, j'ai gâché ma jeunesse à Paris. Horrible. J'aurais dû vivre ici, en Espagne. Voilà, je me latinise encore plus. Mais ce n'est pas une réponse à toutes les questions, c'est mon caractère, etc. Je n'aime pas trop. Mais j'ai eu des amis, je n'aime pas peut-être trop comme n'importe quel Français, Brésil, ça m'intéresse en tant que de pays exotique, bien sûr. Je ne fais pas de tourisme gratuit. Je n'ai pas cette curiosité à bon marché, bien que ça coûte cher. Voilà. Ça ne veut rien dire, mais quand même, c'est intelligible. En ce qui concerne ces affinités sélectives. L'allemand au départ, j'étais très irrité à tout ce qui est allemand au sens du langage surtout, et cette difficulté, mais notre rencontre avec l'Allemagne, c'est dû, en fait, dans ma jeunesse, c'est par rapport aux ouvriers les ouvriers turcs qui allaient à travailler
Donc ça ne me concernait pas directement. Et après la guerre, deuxième guerre, donc l'Allemagne était finie culturellement. J'avais un peu saisi. Et plus tard aussi dans l'université, bien que j'ai eu cette chance de connaître la culture allemande, Nikolai Hartmann, école néo-kantienne, à travers ces doyens des professeurs allemands qui sont en visite un peu forcés ou en séjour un peu forcé à cause du nazisme. Donc plusieurs professeurs allemands, surtout en philosophie, mais dans les autres disciplines aussi. D'origine juive allemande, ils étaient venus sur l'invitation, apparemment, en Turquie pour enseigner à Istanbul et à Ankara. Voilà, j'ai eu beaucoup de respect pour Goethe, etc. Donc, c'est pas la question. La question n'est pas les origines de ma culture. Ce sont des conjonctures personnalisées qu'il faut partager sans gêne. Et ça, ceci dit quelque chose, mais n'explique pas tout. Alors, ce qui est important, voilà, une troisième phase de mon discours, quelqu'un, un étudiant, un candidat à nos cursus de doctorat en philosophie s'était présenté, il était excellent, donc on a commencé à bavarder au lieu de philosopher, et à un moment donné, il nous a sorti cette phrase, parce qu'il était resté pendant longtemps en Allemagne, il a dit que bon, je connais plusieurs langues, mais c'était facile, c'était pas trop facile au départ pour moi, mais quelqu'un européen qui dit qu'il connaît 3 langues européennes, c'est pas une chose importante. Si un Turc qui n'a pas eu une langue européenne connaît 3 langues, après avoir connu la première, c'était l'anglais, la plupart du temps. Donc, lui, il est quelqu'un, elle est quelqu'un qui a réussi quelque chose de difficile. Ce que je voulais dire, les langues européennes ont eu une destinée d'intertextualité, un échange de phonèmes, de sémantisation ensemble, même dans mon petite visite pendant 20 jours en Espagne, en visitant les églises, en lisant quelques écrits en espagnol, j'ai eu, je suis surpris de voir il y a une affinité même entre l'espagnol et l'allemand. Et ce sont des langues, à mon avis, les plus éloignées possibles de pôles qui représentent des diverses aires culturelles, mais il faut savoir l'histoire. Effectivement, il y a une présence hollandaise, il y a une présence espagnole en Hollande, il y a une présence anglaise dans une partie de Portugal ou en Espagne. Les choses sont plus compliquées que je puisse savoir. Je ne peux pas savoir tout, mais effectivement, pour dire piscopos, j'ai oublié maintenant
les mots espagnols, et allemands. Voilà, bishop, le mot bishop, il s'agissait du mot bishop, escopal, episcopos était devenu escopal. Et j'ai trouvé une affinité entre bishop qui est très étranger, à mon sens, à l'essence du christianisme, mais avec quand même un résultat d'une évolution du langage. Voilà un exemple, si vous avez compris. Je n'ai pas très bien expliqué, je ne suis pas linguiste, etc. Les langues en général, ou une langue à l'intérieur d'elle-même fonctionne ainsi, dans une multitude, dans un chaos. Donc comme un reste, comme un déchet, comme un exilé, comme une, voilà, comme un rejet approprié, comme disait dans un concept inventé par Derrida, ex-approprié. Voilà, ex-appropriation. C'est ça, destinée humaine. Et c'est la fin de mon discours qui sera intitulé c'est à ce moment-là que j'ai décidé. L'essence de mon discours était ce concept déridien de part en part. Il s'agit de l'ex-appropriation.